Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour Gilles. Et bonjour madame. Et bonjour, bonjour. Bienvenue, oui, et bonjour. Voilà, vous êtes les bienvenus. Ça fait déjà 3 jours. Oui, on passe plus dans l'autre partie de semaine. Mais oui. Ça va vite, mon Dieu. On va parler d'humour, on va se faire une petite session, on va respirer dans cette journée compliquée au niveau de l'actualité. On y reviendra tout à l'heure à partir de 11h moins le quart avec nos débatteurs. On va parler d'un festival que l'on pourra voir ce soir sur Comédie Plus, le festival Meudon Rire de Tout. On accueille nos deux invités. C'est le réalisateur, le créateur de ce festival, Serge Bonafous. Bonjour. Bonjour. Et alors à côté de vous, quelqu'un qu'on verra également dans cette émission, qui monte régulièrement sur scène, qui est humoriste, c'est Laurent Barra. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Avec une petite accroche du Sud, hein. Vous avez des attaches un peu partout. Oui, un peu partout. Cannes, Nice, Albi. Vous êtes originaire de Nice, c'est ça? Ouais, je suis né à Cannes, j'ai vécu à Nice pendant 15 ans et voilà, c'est le Sud. Et moi à Béziers. Moi je suis né à Béziers. Ah bah voilà. Le Sud est représenté quand même. Le Sud Radio. Le Sud-au-Sudiste, comme on dit. Et vous de Toulouse. Et voilà, pareillement. Voilà. Donc moi je suis Audonien. Alors trouvez d'où je suis né. Eh ben je vais pas le trouver. Nancy. Non. C'est Bon. Saint-Ouen. Saint-Ouen. Le 9-3 est dans leur place. Ah oui. Alors ce festival Meudon Rire de Tout que l'on verra ce soir sur en prime sur Comédie Plus, 2 heures de show de rire dans un but, Serge, de récolter des fonds. Tout ça c'est imbriqué comment dans votre esprit pour monter cette aventure? Alors en fait on a créé un festival avec ma femme d'ailleurs il y a 3 ans qui s'appelle donc Meudon Rire de Tout. C'est un festival qui est géré par une association à but non lucratif qui s'appelle l'Observatoire du Rire. Donc voilà. Et donc du coup, on a proposé à 2 diffuseurs, donc Comédie et Culture Box, d'acheter le programme. Et en fait c'est un programme hybride entre fiction et captation de sketch. Donc il y a beaucoup de guests qui vont faire des fictions, je sais pas moi, il y a Mathieu Madénian, il y a Nicole Ferroni, il y a Elie Semoun, il y a Pascal Légitimus, il y a Alex Vizorek, il y a plein de noms qui font des passages dans des fictions, et il y a plein d'artistes sur scène dont Laurent Barra, le tout et le maître de cérémonie c'est Patrick Chanfray. Et donc sur scène, il y aura Hernadette, Didou, Tony Saint-Laurent, Antonia de Randinger, Jérémy Lorca, Sébastien Marx, Benoît Turgeman, Giovanni, Ben, voilà. Et donc c'est un moment festif et c'est caritatif. C'est un peu les Enfoirés version humoriste. Ne me dites pas qu'il y a Giovanni. Il y a Giovanni. Je sais pas qui c'est. Mais incroyable, hein, vous avez toutes les stars. Non, je vous taquine, Serge. Et Serge est aussi un grand réalisateur. Alors, on va y revenir, bien sûr. L'autre barrière, on pourra en parler tout à l'heure. Il a eu la chance de réaliser l'arrivée de la flamme pour France Télévisions. Donc, vous nous expliquerez les coulisses. Et puis, vous avez fait également hier la soirée, avant-hier, la soirée des trophées du foot avec Mbappé. Est-ce que Mbappé a demandé des conditions spéciales pour être filmé? Alors non, pas du tout. non, c'était une séquence très importante. On m'a dit, quand je suis arrivé au moment des répètes, on m'a dit, il y a une séquence à pas rater. C'est le reste on s'en fait. Alors parce qu'on savait pas s'il allait gagner, mais si il y a qui gagne, ne rate pas cette séquence parce que c'est cette séquence qui va tourner en boucle dans les JT et tout. Donc on n'a pas raté la séquence, on a fait tout bien un pic à 640 000 téléspectateurs sur l'équipe, donc c'était une 2 diffusions. Ça veut dire quoi, pas de rater une séquence avec Mbappé? C'est-à-dire bien le cadrer? Ça veut dire une séquence avec de l'émotion. J'ai envoyé le steadicam autour de lui, il y a eu la standing ovation, on a vu les gens debout, on a vu l'émotion, on avait le gros plan sur le papa qui avait les larmes à l'œil, le frérot, Mbappé ému. Enfin voilà, donc c'était une séquence à ne pas rater, c'est pas de fausse commute et montrer l'émotion de Kylian. Oui, lui, il a raté la Palme d'Or à Cannes, quoi, en fait, en termes de réalisation. Voilà, ouais. Il a rien demandé. Juste à un moment donné, quand il est arrivé, il fallait bien se pousser. Il y avait les gardes du corps. En gros, moi, j'étais en train de discuter avec les cadreurs. Il fallait, laisser la place. Mais sinon, il était très sympa. Il prenait des photos avec les fans. Donc voilà, non, super sympa. Donc c'est vrai que je suis passé de la flamme à Mbappé à d'autres émissions que j'ai fait ce matin. Eh ben, nous, on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Christine, toutes les chaînes sont sous le choc de l'attaque du fourgon qui transportait un détenu libéré par un commando qui n'ont pas hésité à exécuter 2 agents pénitentiaires. Alors hier, sur le plateau de C'est à vous, colère de Emmanuel Bardin, qui est secrétaire général de Force ouvrière justice.
Il faut limiter les extractions judiciaires. C'est-à-dire privilégier les visioconférences. Oui, ce qui a lieu aujourd'hui, je crois, dans un quart des cas, il faudrait que ce soit un tiers, en gros. Même pas, non, parce que si l'avocat ou le détenu refuse, et bien souvent les juges veulent pas se déplacer à la prison, faire en visio. Alors que là, il était juste... Des fois, on déplace des détenus pour signer un acte de divorce. On met des gens sur la route, ça coûte des moyens, et là on perd des gens de vie. Donc il faut absolument travailler sur ça, et c'est la première des revendications. Après il faut revoir l'équipement, peut-être revoir au niveau de l'armement, des véhicules qui devraient peut-être... Et puis il faut les brouilleurs de portables, parce que tous ces gens, ils ont des portables. Avec une polémique aussi autour de la diffusion des vidéos, de la vidéo de surveillance de l'attaque. Le ministère de l'Intérieur avait demandé de ne pas la sortir. Et elle est en boucle sur toutes les chaînes. On peut parler de Jacques Cardoz de TPMP qui l'a diffusé dans son intégralité sur son compte Twitter. Ça a aussi fait polémique. Et évidemment, vous reviendrez dessus avec vos débatteurs. Mais c'était assez hallucinant ce que racontait ce secrétaire général où ils sortent des prisonniers pour aller signer 3 papiers et les ramener en prison. Il y a 15 ans ou 20 ans, c'était les policiers qui s'occupaient des extractions et ça a été retiré. Voilà. Tout le monde en a aussi parlé, on pourra en parler avec notre réalisateur, la fameuse alerte qui est arrivée sur tous les téléphones se trouvant dans la fameuse zone rouge, vous savez, olympique, zone dans laquelle se trouvent donc tous les médias. Alors je sais pas si Serge vous avez vu cette séquence. Vous avez bipé Vous étiez où à ce moment-là? On était dans le cas régie pour le trophée UNFP, on répète, et tout le monde a fait, il y a eu une espèce de... On s'est dit qu'est-ce qui se passe, et ben voilà, c'était je sais pas, un test. Et dans la salle aussi, ils avaient vu... Dans la salle avec les footballeurs, tous les joueurs du PSG avaient forcément... Non, c'était l'après-midi, c'était pendant la répétition. Moi, ma compagne était à Monoprix, et son téléphone a sonné comme jamais il avait sonné, et plusieurs clients, pareil, ils ont cru à... Oui, en plus, il est extrêmement grave. Il y a marqué alerte extrêmement grave. Enfin, bon, il est fou. Hein. Et du coup, évidemment, comme toutes les télévisions sont dans le secteur, ça a sonné en direct sur toutes les chaînes et en particulier sur CNews. Évidemment, Quotidien s'en est amusé hier. C'est une sonnerie stridente qui a surpris tous ceux qui ont reçu le message hier soir. Ça faisait ça. Alerte extrêmement grave, accompagnée d'une alarme stridente. Alerte extrêmement dangereuse. Alors sur CNews, ils avaient tous leur portable en plateau. On a donc eu droit à un concert symphonique. Comment refus? Non mais, nous l'avons tous en même temps, j'y suis pour rien. Tout va bien, tous les iPhones. Le ministère de l'Intérieur, concernant la sécurité des Jeux Olympiques. Nous sommes dans le périmètre de sécurité, nous avions... Donc c'est un test, je crois. Excusez-nous, nous sommes en direct, c'est un test du ministère. On va éteindre les portables, c'est un test. En tout cas, ça marche très bien, ça m'a fait très peur. Franchement... Laurent, ça peut vous donner le biais d'un sketch, ça. Mais moi, je vais vous dire, mon spectacle s'appelle Écran Total. C'est un spectacle qui traite de la dépendance aux écrans. Donc ça, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Il va falloir que je le rajoute. Ouais, c'est extraordinaire. Après Tous Anti-Covid, qui a été aussi une belle trouvaille, on a ça, c'est extraordinaire. Et déjà, presque 20 000 personnes ont demandé leur QR code pour le moment des Jeux. Ça va être une belle réussite. Je pense qu'on va passer un très bel été. Vraiment. Hier, c'était l'ouverture du Festival de Cannes. Camille Cotin, la maîtresse de cérémonie, vous allez voir, a fait une ouverture très lyrique avec un petit précis du festival. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin sans avoir dormi et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite. Alors ici, on ne sait plus du tout évaluer les distances, surtout quand on les parcourt en talons aiguilles. On ne dit pas 1 kilomètre, mais un Majestic Martinez. On prend des berlines pour faire 20 mètres. Et vous pourrez aller le regarder sur France TV. C'était super bien écrit, toute son introduction. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder. Oui. Et j'ai vu aussi l'extraordinaire prestation de Zao de Sagazan, qui a repris Bowie. Eh oui. Quel talent cette jeune fille. Je vous le mettrai demain, si vous voulez. Ça vous fait plaisir. En musique. Moi, j'adore David Bowie. Il faut bien l'avouer, le plateau de C'est à vous avait un air de Canal+. Alors, c'est incroyable, ils ont repris presque le même décor que les codes de Canal+. Alors, c'était plutôt réussi, ce C'est à vous à Cannes. Alors, ils ont eu la chance de recevoir Jane Fonda. Je sais pas si vous avez vu cette séquence. Alors, Jane Fonda, elle est arrivée sous les applaudissements, détendue. Elle est arrivée avec une coupe de champagne à la main. Très Cannes, vous dis-je. Bonsoir, vous allez bien? Vous êtes venus
une coupe de champagne. Jane, on ne peut pas trinquer avec vous parce que à la télévision française, on n'a pas le droit de boire d'alcool. Donc. Mais si, qu'est-ce qu'on fait tous les soirs dans cette émission? Je ne crois pas qu'en France, on peut pas boire. À la télévision? À la télévision? Non, on ne peut pas fumer non plus. Ouais, ça, oui, je suis d'accord avec ça. Allez voir Jane Fonda, elle était incroyable. Le champagne, avec modération, ça conserve. Hein. Elle a 86 ans, Jane Fonda. Incroyable. Bon, je vous en avais parlé lundi. Hein, la chanson de l'Eurovision Mon Amour de Slimane cartonne dans le monde entier. Alors écoutez bien les chiffres. Il a intégré le top 100 des chansons les plus écoutées au monde. C'est la 69e chanson dans le monde entier. Et vous savez combien il y a eu d'écoutes sur Spotify depuis lundi? Plus de 26 millions d'écoutes de Spotify. Alors pourquoi il n'a pas gagné le public? Ah bah parce que on en a parlé. On est d'accord. C'est comme ça, c'est la malédiction française. On est les poulies d'or de l'Eurovision. Oui, c'est ça. Et parce qu'il sait pas être sur une toupie. Une toupie? Il sait pas maîtriser la toupie. Ah oui. C'était une super performance. Hein. Ouais. Du Suisse ou de Slimane? De Slimane. Un plan séquence, pratiquement un plan séquence au Steadicam. Ah oui, alors l'avis du réalisateur, parce que nous on est que spectateurs, mais c'était à 99%, c'était un plan séquence réalisé au Steadicam, donc c'est la caméra qui est portée avec un gros harnais pour avoir des mouvements très fluides. Il y avait juste le moment où il était en cappella, où on était en plan de profil, mais sinon c'était une super un plan séquence sur 3 minutes. Et on voit sur les réseaux d'ailleurs le contre-champ, on voit le Steadicam du caméraman. Ça pèse combien? L'équipement qu'il avait, une vingtaine d'équipements. Oui, mais ils ont un exosquelette et tout pour le porter. Oui. Donc 26 millions d'écoutes sur Spotify. Du coup, Slimane hier était tout en joie sur les réseaux. Et évidemment, alors je vous ai mis ce passage-là de lui sur les réseaux. Et je vous ai mis un extrait de la chanson. Dimanche, on a battu un record historique avec Mon Amour de la chanson française la plus streamée dans le monde en 24 heures. Et je suis pas un mec de chiffres et tout, mais franchement, c'est tellement beau que je voulais juste vous faire une vidéo pour vous dire merci. Et le pire dans cette histoire, le meilleur, c'est qu'en fait, lundi, on a battu encore le record de dimanche. Tout ce qui se passe là, c'est complètement dingue. Je voulais juste vous dire merci. On va jusqu'au bout, ça fait pas de mal aujourd'hui, je trouve. Super prestation, on voit que ça résonne un tout petit peu dans chacun. Vous l'aviez regardé l'Eurovision? J'ai vu les extraits parce que je regardais l'Eurovision, je me sentais pas psychologiquement de faire tout ça. Pourtant, c'est inspirant pour certains. Oui, mais je vais pas vous cacher que j'avais des activités extérieures, restaurants. Un samedi soir. Oui, voilà. C'était un long week-end et il faisait beau. Bien sûr. Vous comprends. Laurent Barra, humoriste, qui est ce soir donc avec le festival Meudon Rire de tous et sur Comédie Plus, et c'est réalisé par Serge Bonafous. Tous les deux sont nos invités. C'est également sur la plateforme de Canal Plus. Vous pouvez aller également, c'est déjà en ligne. Vous pouvez aller sur MyCanal. Allez, toutes les précisions et surtout on va y revenir dans le détail avec nos invités sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média. Les invités du jour. Nos invités, Serge Bonafous, le réalisateur. C'est le créateur aussi du Meudon Festival que l'on peut déjà voir sur la plateforme de Canal+, mais ce soir en prime sur Comédie Plus. Et à ses côtés, Laurent Barra, qui est humoriste du Sud aussi, moi je le dis. Bien sûr. Voilà, tout le monde est du Sud. Soirée exceptionnelle, on va rire, enfin. C'est pas simple de rire de tout. Qui veut répondre à ça? De rire à notre époque. De rire aujourd'hui. Meudon, alors celui qui écrit. Meudon rire de tout. Meudon rire de tout. Alors bon, c'est pour le jeu de mots, on est d'accord. Ah, il y a un jeu de mots. Ah, il y a un petit jeu de mots. Après, rire de tout, Laurent. Ouais, moi, je pars du principe, j'ai un humour très bienveillant. Mais je me prive pas de balancer des petites piques et je me mets quelques limites, bien sûr, mais. Mais ce qui est arrivé à Guillaume Meurice, par exemple. Alors. Ça après, la limite. Non, mais vous avez été en radio sur une radio concurrente. Oui, je suis encore sur une autre, mais bientôt c'est le période des mercato. Est-ce que vous êtes très contrôlé, beaucoup plus qu'avant? Non. Est-ce que, parce que vous êtes resté longtemps sur une radio. Oui. Est-ce que vous êtes plus contrôlé maintenant qu'à l'époque? Disons que moi, l'époque où j'étais dans une autre radio concurrente,
la période était peut-être un peu plus légère. Là maintenant, même sur une radio spécialisée sur le rire, on regarde, on fait une petite... Alors, on m'a jamais rien interdit. Mais on relit. Et moi, je suis pas très... ma limite, c'est de pas faire de la peine aux gens. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Je pars du principe que je suis humoriste, je dois faire rire les gens. Et à partir du moment où tu blesses quelqu'un, tu n'es plus dans le rire. Moi, c'est ma limite. Donc, il faudrait inviter un humoriste qui est plus subversif. Moi, je ne le suis pas. Donc, on n'a jamais eu à me dire attention là, ça craint. Attention là, ça craint. Moi, je suis pour la bienveillance. Comment on fait pour vous êtes de la police, monsieur? Comment on fait quand on est quand on est à Nice et qu'on décide de devenir humoriste? Comment on arrive à se faire entendre et arriver dans les médias? Alors, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent. Moi, j'ai jamais décidé d'être humoriste. J'étais le copain rigolo. Je travaillais à l'aéroport de Nice. Je faisais marrer les gens. À la tour de contrôle? Non, j'étais dans les bureaux, à la chambre de commerce. Et je faisais du one-man show en loisir. Et j'ai été... Alors, je vous fais le parcours en accéléré, mais j'ai été repéré par Gad Elmaleh en 2014. Il m'a pris pour une première partie, 2, 3, 4. J'en ai fait à l'aéroport. Non, mais il était à Nice. Il venait rôder son spectacle et il avait entendu parler de moi. Comme étant le rigolo de Nice. Il n'y avait pas beaucoup d'humoristes à l'époque à Nice. Il y avait Estrosi, Ciotti et moi. Et je rigole les gars, hein, c'est une blague. Et humour. Ouais. Et il m'a pris sur une première partie, 2, 3. À la 14e, il m'a dit, il faudrait peut-être que tu songes à démissionner. J'avais un CDI des tickets resto. Je sais pas ce que vous savez, les tickets resto, c'est génial. Et j'ai dit d'accord. Le lendemain, j'ai posé un congé sans solde d'1 an. Et je suis parti à Paris. Et il a changé ma vie, ça a changé ma vie. J'ai été mis en scène par Pascal Légitimus, j'ai travaillé avec Anne Romanoff. C'est une chance. Et aujourd'hui, je travaille, j'ai des producteurs depuis 10 ans, les mêmes, Directo Productions, qui sont à Nice, que je salue. Mais voilà, ma vie a changé grâce à ce monsieur. Et je fais le plus beau métier du monde, je fais rire les gens, je suis avec monsieur Serge Bonafous, avec vous dans des très beaux studios, ils sont très beaux vos studios. Ah, c'est gentil. Et voilà, donc ma limite elle est de ne pas blesser les gens, jamais, parce que... Donc il faut un parrain pour réussir, si non, moi j'ai eu ça, moi j'ai un parcours très, très atypique, il y a plein de gens qui réussissent sans parrain, j'ai eu cette chance d'en avoir plusieurs, dont Gad, qui a dit ce mec est drôle et tu devrais vraiment partir, et on quitte pas un CDI comme ça. Donc ma vie, je rends à ce métier ce qu'il m'a donné, c'est-à-dire faire rire les gens. C'est le plus beau métier du monde. Comment on choisit les comiques qui viennent? On prend les moins chers? Non, les plus talentueux. Vas-y, je te réponds. Dans le festival. Sur le festival, tout le monde est payé la même chose. C'est vrai. Franchement. C'est payé combien? Filles et garçons confondus. Surtout filles et garçons. Est-ce qu'on le dit? Oui, on peut le dire. Ne me parlez pas. On peut le dire. Alors nous, on est payé. Les humoristes sont payés 1000 à la prestation, plus 1000 à la droit à l'image. Ça fait 2000. Oh, c'est cool. Et c'est très très bien payé par rapport à d'autres festivals. On va pas les toucher encore d'ailleurs. Ah, ça je sais pas. Oui. Bah, je vais les appeler. Tu vas les toucher bientôt. Donc en fait, par rapport à d'autres festivals comme Montreux ou comme d'autres, voilà, on est dans la fourchette haute. Et tout le monde touche ça. Il n'y a pas de différence en fonction de la notoriété. Non, parce que nous sommes une association à but non lucratif. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de bénéfices possible sur tout le festival qui est sur 3 jours. Et avec ces bénéfices-là, on fait des actions caritatives. Donc on offre des spectacles à des enfants qui n'ont pas l'habitude de sortir. On va dans les maisons de retraite l'année dernière on a fait une pièce de théâtre, on offre on veut faire ça dans les hôpitaux. Donc voilà, le but du jeu c'est un festival d'humour, et la différence avec les autres festivals en France, c'est le côté caritatif. C'est pour ça quand je dis que l'émission de ce soir, c'est un peu les enfoirés version humoriste. En fait, c'est la télévision qui permet d'avoir un équilibre, j'imagine, puisque la billetterie va à des dons. Alors on a des sponsors privés, on a des subventions de la mairie. Alors par exemple, vous avez quoi comme sponsor? On peut le citer. On a j'aurais dû réviser. On a Spi Batignolles, on a les Westfield. À convaincre les industriels. Non, c'est pas facile, mais c'est grâce à des réseaux. Le maire de Meudon nous a aidés. Donc voilà, c'est plus on a de sponsors et plus on a de subventions. Ça veut dire qu'un Elie Moon est payé pareil que Giovanni. Alors, vous avez quelque chose contre Giovanni? Non, alors en fait, d'ailleurs, et je leur dis merci, tous les guests qui sont venus dans les fictions sont venus gracieusement. Mais non. Mais oui, parce que la fiction, on a tourné ça, c'était plus rapidement que quand ils viennent, ils font un passage de 7-10 minutes. C'est un extrait de leur spectacle. Ils viennent avant pour répéter tout ça et tout. Donc, alors qu'une fiction, c'est gracieux. Donc, que ce soit Nicole Ferroni, Elie Moon, Mathieu Madénian, Alex Vizorek, tout ça. Qui viennent gratuitement. On les salue, je les salue. Ouais. Quand on voit tout ça dans l'organisation, vous êtes combien derrière dans l'association, et c'est un an de préparation? Deux. On est deux. Il y a ma femme, Alexandra, que je salue, je lui fais un bisou. Moi je fais tous les visuels et le Photoshop, la programmation. On fait des bâches dans la ville. On fait un peu notre petite Avignon. Mais c'est quoi l'idée? Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais
mais qu'est-ce qui fait que vous vous lancez dans cette aventure presque caritative? Alors moi, en fait, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de réalisateur depuis 25 ans. Je pourrais venir vous parler de Télématin, de télé plus tard pour vous faire une chronique si vous voulez. Mais j'ai aussi la casquette de comédien. J'ai fait 10 ans de théâtre. J'avais un théâtre à Paris. Là, je fais des fictions. J'ai un agent. Je fais des courts métrages. Donc j'ai ma casquette de comédien, d'auteur parce que c'est moi qui écris les fictions. On a coécrit avec Patrick Chanfray. Et donc, en fait, j'ai fait plusieurs boulots pour cette émission. Le côté producteur, réalisateur, auteur, comédien, programmateur. Donc voilà, c'est un peu mon bébé très très perso. Et avec ma femme, c'est notre bébé parce que le festival. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, on voulait avoir un festival en France nouveau et aussi caritatif. Voilà. Et comme ça n'existait pas, on l'a créé. Et alors moi je voulais vous parler également, donc vous avez réalisé il y a la semaine dernière l'arrivée de la flamme avec Jules. Comment vous avez été choisi et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été briefé? Qu'est-ce qui se passe quand on réalise une séquence aussi importante que la flamme des JO? Alors moi j'ai fait la partie Télématin. La partie j'ai fait 14-16 heures l'édition spéciale pour France 2. Qui était habillé ici à Paris par Jérôme Revent. Et après, j'ai fait les plateaux du Prime le soir, le concert. Mmh. Donc, il y avait 8 ou 9 réals en tout. Il y avait un réal pour le Signal Inter. Il y avait un réal pour le Signal Inter, c'était David Montagne. Il y avait un réal pour tout le sport, un réal pour les éditions spéciales, un réal pour le JT c'était Philippe Miramont. Donc voilà, pour tout ce qui était France Télé, il y avait au moins 8 ou 9 réals. Donc voilà, c'était une grosse machine, on était dans un cas régie, dès qu'il y avait le générique de fin du JT, hop, le réal partait, clac clac, moi je m'asseyais, hop, on branchait notre casque. Enfin, c'était une grosse machinerie, et d'ailleurs je leur dis bravo parce que techniquement, c'était énorme quoi, franchement. Alors j'ai une petite anecdote, c'est une énorme anecdote parce que là c'était la loose un peu. Donc c'est qu'il y a des milliers de personnes qui attendaient l'arrivée du Belém et la patrouille de France. Et moi, je me suis dit, je vais aller manger avant pour être prêt pour le Prime. Et au moment où le Belém arrive, au moment où il y avait les canons, la patrouille de France, j'étais au sous-sol de Catherine en train de manger de la paella. Le timing. Et donc voilà, c'était un peu la loose. J'ai dit, je suis en train de rater un truc. Et je suis arrivé. L'événement. Bon, voilà. L'événement. Alors il y a eu des critiques effectivement autour de. Alors les images étaient dingues. Notamment la parade nautique dans la rade de Marseille avec tous ces bateaux. Il y avait en plus la météo qui était au rendez-vous. Enfin, tout était aligné. L'arc-en-ciel qui arrive. Au-dessus de la tête de Macron quand il y a une interview. Il y a toujours l'arc-en-ciel au-dessus de la tête de Macron. Je vois pas pourquoi c'est prévu pour ça. Ça change d'Hollande. Oui, bien sûr. L'arc-en-ciel est là. À toutes et tous. Là, en tout cas, il était là. Mais bien sûr, bien sûr. Ça, c'était un coup. Ça, c'était prévu. Ça. Bien sûr, c'est Gabriel Attal qui l'a fait venir l'arc-en-ciel, c'est sûr, ou Darmanin, c'est organisé. Il y en a un de vous qui va porter la flamme ou pas? Qui s'est porté candidat? Qui est sportif? Moi, je suis sportif, mais je pas. Toi, t'es sportif? Oui, je fais du footing. Non, mais apparemment, personne ne m'a appelé pour ça. Alors, et comment on est choisi? Alors, pourquoi c'est vous et pas un autre réal? Alors, moi, en fait, je connais bien la rédaction à France Télé parce que je suis aussi le réal conseil de la chaîne France Info. Ah, voilà. Donc, je connais bien France Télé. Je réalise beaucoup pour France Télé différentes émissions, les maternelles, Télématin, C'est médiatique, enfin plein d'émissions. Donc, du coup, on a pensé à moi et notamment, je bosse aussi beaucoup avec Electron Libre parce que je fais aussi beaucoup de captations de concerts et eux, ils faisaient la partie Prime. Oui. Donc, il y avait ceux qui réalisent d'ailleurs à chaque fois le 14 juillet, le 31 décembre sous la Tour Eiffel. Et vous avez réalisé des épreuves olympiques? Alors non, mais après, si on m'appelle pas, je serai en vacances et j'ai acheté des places pour aller voir quelques épreuves, mais sinon. Ah, vous allez voir quoi? Alors, je voulais aller voir le skate, le vous qui êtes le roi de France Télévisions, vous n'avez pas réussi à avoir des places gratuites? Oui, c'est vrai, t'as pas eu. Non, il n'y a pas de place gratuite, même pour le tournoi destination, j'ai du mal. Hein. Ah bon? C'est vrai, c'est impossible. C'est impossible. Peut-être que c'est possible, mais bon, voilà. Non, pour les jeux, c'est très compliqué, c'est au compte-gouttes et c'est essentiellement pour les athlètes et leurs familles. C'est vrai? Oui, absolument. Il n'y a pas de passe-droit pour les journalistes, pour un monsieur qui connaît. Non. C'est compliqué, c'est le CIO qui gère. On est sur un autre stade. Et en même temps. Et vous, Laurent, les JO, non? Oui, moi j'aime beaucoup le sport. Après, j'ai très peur de l'organisation, tout ça. Et puis, mais ouais, ça fait un peu peur, mais bon. Ça fait mais en termes de réalisation, Serge, l'idée de faire une parade sur la scène, c'est de fou. C'est génial, c'est génial. Alors je sais pas, je crois que c'est une équipe américaine qui fait ça. On m'a dit non. Ah, qui réalise, c'est pas des Français? Je crois pas.
En fait, on m'a expliqué que chaque épreuve, donc je sais pas, le vélo, le foot, et ben en fait, ils prenaient des pays spécialistes. Donc je crois que nous, la France, on fait le foot, le tennis, enfin, je sais, ou le vélo. Et après, le rugby à 7. Peut-être le rugby à 7 que je vais voir d'ailleurs. Mais après, il y avait par exemple le hip-hop, parce que moi j'ai réalisé les championnats du monde de breakdance. Moi, je me suis proposé et ils m'ont dit non, c'est un pays de l'Est. Oui. Les Chinois font, le Japon fait le judo. Enfin, vous voyez, il y a des plaisantés. Oui, non, c'est vrai, c'est sécurisé par le CIO qui gère. C'est pas le CIO, c'est pas le CNOSF, c'est pas Paris. Vous imaginez que l'ouverture des Jeux Olympiques ne sera pas faite par un réalisateur français. Mais ça, il y a des Français qui font l'UEFA, c'est un réalisateur français. Mais les droits télé sont gérés par le CIO, donc il les donne à qui veut. Je sais bien, madame. Après, c'est à vérifier. Je vais peut-être. Je crois que c'est ça. Je crois que t'as raison. Oui. Je crois que t'as raison. On va vérifier. Qui va se baigner dans la Seine? Moi, c'est la question. Qui va se baigner dans la Seine? Pas moi. Moi, je passe mon tour aussi. Même un orteil. Non, mais c'est vrai. C'est quelque chose d'important. Oui, mais en règle générale, c'est des réalisateurs français qui réalisent des signaux internationaux. Roland Garros, c'est réalisé par la France. Oui, par exemple, la Coupe du Monde de foot, c'est aussi mélangé. On a quand même de très bons réalisateurs en France. Bien sûr. Je parle pas pour moi, je parle pour. Moi, je parle pour toi. Donc voilà. Eh ben, regardons ce soir, le Meudon Festival pour un peu rire. Rire de tout. Meudon rire de tout. Le nom est quand même. Changé pas le titre. Pas le titre aussi. Il y aurait une tournée possible ou ça? Ou pas ça? Alors, comme à Meudon, parce que c'est Meudon rire de tout, donc on va faire une tournée à Meudon. Ouais. Non, une tournée, pourquoi pas? Mais là, le but, c'est... Alors, je peux vous donner la programmation du festival de cette année. Bah oui. Donc, le 22 novembre, on aura le prochain gala télé. C'est ça. Le 23 novembre, on aura Florent Père. Le 24 au matin, on aura un spectacle pour enfants qui s'appelle Les 5 anneaux perdus. Et le dimanche après-midi, Les Coquettes. Voilà. Et le tout caritatif. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Laurent Barra, donc humoriste. Et vous, en scène, vous tournez, vous êtes où? De partout en France. Là, je joue à l'île d'Oléron vendredi. Et j'enchaîne après sur l'île Marseille. Très bon Laurent. Hein. Oui, très bon passage ce soir. Merci. Ah oui, tu vas voir. C'est le pic d'audience ce soir. Je l'ai pas vu. C'est le pic d'audience ce soir. Ouais, je l'ai pas vu, mais les parents le verront. Serge Bonafous, merci beaucoup, réalisateur, créateur donc du Meudon Festival. Meudon rire de tout, c'est ce soir en prime. Je vous emmène sur le Meudon Festival. Non, Meudon rire de tout. Voilà, c'est sur Comédie Plus et déjà disponible sur la plateforme de Canal+. Oui, Canal. Oui, très bien. Et dans 6 mois sur Culture Box. Et sur Culture Box pour France Télévisions. Super. Le truc que personne ne regarde. Ben voilà. Vous avez cassé ma joie. Vous avez cassé ma joie. On y va. Super. Bon, on va parler maintenant d'une grande dame qui a disparu. C'est Jackie Kennedy. Voilà. Ah oui. Elle est morte. Putain, mais Kennedy est mort. Attendez. Bon, allez, on y va. Merci à tous les deux. Bisous. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. En compagnie de Caroline Alazi, bonjour. Bonjour. Vous réalisez donc pour France 2 et supplément donc 13h15 le dimanche après le journal de Laurent Delahousse, un documentaire, une série documentaire inédite 30 ans jour pour jour après la mort de Jackie Kennedy. Qui était cette icône? C'est une icône quand même. Absolument. Écoutez, c'est une vaste question et c'était un point de départ extrêmement. On a tout écrit, tout dit. On a l'impression d'avoir tout dit, effectivement. Après, c'est un destin exceptionnel, le destin de Jackie Kennedy, et c'est plutôt intéressant que France Télévisions ait décidé de faire un hommage ce dimanche pour les 30 ans de sa mort. C'est un destin exceptionnel, mais j'ai l'impression qu'on n'en connaît que des bouts, en fait. Et ce qui m'intéressait ici, c'était de raconter la trajectoire de Jackie Kennedy en concentrant sur la trajectoire d'une femme qui n'est pas seulement une personnalité historique, une personnalité médiatique, mais qui est vraiment une femme qui a traversé le XXe siècle. Et on sait ce que c'est que de naître en 1929 et de mourir en 1994, c'est-à-dire qu'on traverse quand même une histoire de l'émancipation de la femme qui est quand même assez considérable, et elle a fait partie de cette histoire à sa manière, avec, je peux dire, c'est un personnage quand même très complexe, très paradoxal, elle est pas facile à cerner, et ça c'était un petit peu le défi. Mais on peut dire que ça vient de son enfance, parce que dans votre documentaire, on voit très bien quand même au début, elle est entre deux personnalités totalement opposées, c'était
c'est-à-dire une femme, ce qui est sa maman, qui est très stricte, très carrée et qui l'humilie en permanence, et un père qui est fou amoureux de sa fille, qui chérit sa fille, et donc elle va être entre deux éducations, une éducation stricte et une éducation avec un père un peu volage quand même. Avec oui, mais bien sûr, et la fille prodige. Mais je pense que justement, ce qui est intéressant après, c'était ma deuxième question sur un père volage, elle va être aussi avec un Kennedy, une machine à sexe, hein, c'est terrible, hein, la jeune Fitzgerald Kennedy. Et donc c'est un peu, elle retrouvera un peu les défauts de son père dans John Fitzgerald Kennedy. Mais complètement, Gilles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a effectivement deux parents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Concrètement, en fait, ce sont deux personnalités très différentes. Et c'est pas facile de grandir avec des gens qui sont aussi différents. Elle a été tiraillée, hein, concrètement, entre son père et sa mère. Elle a connu l'amour et la haine. Elle a connu l'amour et la haine, effectivement. Elle a une enfance idyllique, hein, on va pas se mentir. Hein, elle vit dans la haute bourgeoisie new-yorkaise, mais le divorce de ses parents va vraiment creuser quelque chose d'extrêmement dur chez elle. Son père va s'éloigner de la famille, elle va beaucoup en souffrir et elle va subir l'influence grandissante de sa mère, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est à la marier. Oui, bien sûr. À l'époque, on n'avait pas trop le choix, hein, voilà. Quand on était dans la bourgeoisie. Hein, c'était difficile de pas d'ailleurs. Hein. Oui, dans votre documentaire, il y a un passage où sa mère lui dit pourquoi tu lis des livres alors que tu devras servir ton mari, ça sert à rien que tu lises. Absolument, la culture, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on attrape un mari. Ça, c'est la théorie de Janet. Les épouses parfaites, il fallait. Hein, c'était quand même très puritain aussi, hein, du côté américain, de ce côté-là. Donc ça commence. La série commence bien évidemment par l'attentat contre John Kennedy, avec effectivement des séquences assez étonnantes qui sont racontées, où on s'aperçoit par exemple que jusqu'au bout elle est là. Elle quitte ni son défunt mari, ni les États-Unis, ni sa robe. Oui, tout à fait. En fait, j'ai choisi de raconter les quelques minutes qui suivent l'attentat qui a visé John Kennedy, le moment où elle se retrouve à l'hôpital, et elle pourrait être effondrée, sans doute que la plupart d'entre nous l'auraient été. Et en fait, elle ne réagit pas du tout comme ça. Ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'elle va forcer la porte du bloc opératoire pour accompagner son mari dans son dernier moment. Et ça montre une force de caractère que sans doute, on n'avait peut-être pas cerné chez elle, mais qu'en réalité, elle avait depuis son plus jeune âge. Et cette force de détermination, elle est considérable à ce moment-là, et elle ne va plus la lâcher. Elle va aller jusqu'à organiser les funérailles. Comme disait Christine, John Kennedy prend une balle en pleine tête, et des bouts de cervelle arrivent sur sa veste, et elle va garder cette veste pour ce que vous dites dans le documentaire, montrer aux Américains ce qui est arrivé, c'est ça? Absolument. Je suis accompagnée par des biographes femmes, hein, dans ce documentaire. On va les citer, hein. Nicole Bacharan, grande spécialiste des États-Unis. Absolument. Catherine Pancol aussi, romancière, et toutes les deux effectivement disent à quel point pour Jackie c'est extrêmement important de garder la preuve de ce qui s'est passé, de montrer au monde en fait ce qu'ils ont fait à son mari, de garder ce tailleur rose qui est taché en fait de la cervelle de son mari. C'est vraiment un très grand symbole en fait qu'elle envoie au monde. Oui, on peut du coup les citer tous. Il y a Catherine Pancol, Nicolas Bacharan, il y a Hélène Arter et la journaliste Maud Guillemin, comme ça Absolument, on les a tous nos 4 biographes. Alors, ces séries, c'est 4 épisodes de 22 minutes qui sont diffusés après le journal de 13h, c'est 13h15 le dimanche, avec toujours une scénographie un peu particulière. En tous les cas, on est dans le journalisme, mais en même temps, on scénographie les séquences. En effet, quand on est journaliste, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que vous appelez ça de la reconstitution ou pas? J'appelle ça de la reconstitution. Je suis moi-même journaliste. La rigueur, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, en fait, rien n'est inventé. Après, il y a une part de fiction, évidemment, dans la mise en scène. Je ne suis pas allée aux États-Unis pour faire ces reconstitutions. Je les ai faites en France. Mais c'est extrêmement bien fait, hein. C'est extrêmement bien réalisé. Comment vous avez trouvé la comédienne qui fait Jackie Kennedy? Comment vous faites d'ailleurs dans 13h15 le dimanche, hein, c'est la patte du 13h15 le dimanche. Vous le faites aussi souvent avec les politiques, avec des sosies de Marine Le Pen ou autres dedans, ce qui est assez fou, ou du président de la République. Donc là, c'est la même méthode qu'à 13h15. Vous passez des castings, vous travaillez avec une agence, comment ça se passe? Alors c'est effectivement, on passe avec une casteuse. En l'occurrence, c'était une casteuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que je crois pas qu'en fait il faut chercher absolument un sosie. Il faut
peut-être plus sentir la personne, sentir qu'elle peut avoir la détermination, la fragilité, en fait tout ce qu'on cherche chez une personne. Et moi je lui ai demandé quelque chose de très particulier à Anne-Laure Gruet, qui joue Jackie Kennedy et qui le joue extrêmement bien. J'ai été vraiment très stupéfiée par son jeu. C'est que je lui ai demandé de jouer Jackie Kennedy à plusieurs époques de sa vie. Donc quand elle a 20 ans, quand elle a 34 ans, quand elle a 39 ans avec Aristote Onassis, donc elle a les cheveux plus longs, vous le découvrirez dans les épisodes 3 et 4. Et ça, je trouve que c'est une performance d'arriver vraiment à incarner cette femme dans tous ces aspects-là. C'est la femme la plus photographiée, la plus filmée du monde, faut quand même s'en rendre compte. Et ce gros plan avec beaucoup d'émotion, c'est extrêmement bien filmé et éclairé. Quand elle enlève le sang de son visage lorsqu'elle est devant la glace et elle s'aperçoit de la violence du choc qu'elle a subi. Elle n'avait peut-être pas percuté avant de voir le sang sur son visage. Ouais, effectivement, c'est un moment très fort. Elle vient d'accompagner Lyndon Johnson, qui vient de prêter serment dans l'avion de Air Force One qui la ramène à Washington. Et au moment Lyndon qui est bien suspecté dans le meurtre de Kennedy pour prendre sa place. Quand écoutez, toutes les théories, je ne rentrerai pas dedans. Mais effectivement, ce moment où elle est devant la glace et elle se dit je vais enlever un petit peu tout ce sang qui est sur mon visage. Et non, en fait, je ne le ferai pas. Je continuerai à montrer le Alors vous l'avez dit, Caroline Alasi, donc dans cette série documentaire, les 4 épisodes, donc il y a la partie de l'enfance, c'est le numéro 1, le 2 c'est la joie de ses études à Paris, parce qu'il y a forcément un lien avec... Puis les tromperies de Kennedy. Alors voilà, ensuite les remous et ses amours avec John, je détaille l'aventure avec le milliardaire Aristote Onassis. L'Amérique ne lui a pas pardonné Aristote Onassis. Non, l'Amérique a été extrêmement violente avec Jackie Kennedy. Vous le verrez dans l'épisode 4. Moi, j'ai retrouvé la presse de l'époque qui était d'une violence. Franchement, les réseaux sociaux n'ont rien inventé. Elle a été vraiment accusée de tout, de trahir l'Amérique. C'est pas rien quand même. J'espère que en progressant dans la série, on peut comprendre un petit peu les raisons qui ont pu la pousser à faire ça. En tout cas, ce qui est difficile avec Jackie Kennedy, c'est qu'elle n'a jamais écrit ses mémoires. Elle ne s'exprime pas, elle fait très peu d'interviews. Donc, en fait, c'est aussi ça qui a créé ce scandale. C'est que quand on ne sait pas, on invente. Et sur Jackie Kennedy, on a beaucoup inventé. Et elle a inventé la communication présidentielle, on le sait aussi. Elle était quand même l'atout numéro 1 de son mari, ce qui n'était pas nouveau. Je vous ai hélas interrompu tout à l'heure, excusez-moi, mais vous alliez parler de la façon dont elle a organisé les funérailles, et elle prend ça très à cœur parce que elle veut que ça reste dans toutes les mémoires, et elle va réussir ce pari. Oui, en plus elle ne veut pas que John Kennedy soit réduit à un président assassiné. Elle veut qu'on se souvienne du travail qu'il a fourni pendant ses années de présidence. Donc elle va effectivement fabriquer toute une cérémonie pleine de symboles, en fait, pour que tout le monde se souvienne de ses funérailles comme des funérailles majestueuses, elles le sont. Elle va faire une procession à pied, ce qui est dans un moment aussi grave que vit l'Amérique, vraiment une folie, en fait. Avec Caroline et John, ces images, ce petit garçon qui salue le... Vous faites un moment le parallèle avec Lady Di. Est-ce que, comme Lady Di, vous trouvez que c'est une intrigante ? La question est pas facile. Je pense qu'elle est soumise en fait à des conventions, à un sens du devoir qui contredit souvent en fait son désir de liberté et d'autonomie. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé chez elle, c'est que sa contradiction elle est profonde. Elle a envie de liberté, mais elle est tout le temps rattrapée par le sens du devoir. Et c'est ce qui peut donner en fait cette impression de femme papier glacé, de femme effectivement qui peut un petit peu contrôler la situation. C'est ce qu'elle fait pendant les funérailles. Concrètement, elle contrôle les symboles et écrire la légende des Kennedy, de John Kennedy et des Kennedy, ça sera effectivement un de ses enjeux. Qu'est-ce qui reste d'elle ? Alors, il reste d'elle, je trouve, des choses extrêmement différentes selon les gens. Beaucoup vont retenir son élégance et sa beauté. Moi, je retiendrai le fait qu'elle a réussi peut-être à trouver une sorte d'apaisement à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, après ces 2 mariages, après la tragédie, vous apprendrez aussi dans le documentaire, vous le savez sans doute déjà, mais qu'elle va vivre aussi la tragédie de perdre son beau-frère, Bobby Kennedy, de manière extrêmement violente. Qui l'avait soutenu au moment de la mort de John. Oui, effectivement. Après ça, elle va vivre à New York, elle va travailler, elle va avoir un travail d'éditrice, et je pense qu'il faut aussi retenir ça d'elle, cette tentative d'émancipation. Merci beaucoup, ça sera à découvrir
découvrir donc, Caroline Alazi, votre série documentaire consacrée donc à Jackie Kennedy. Jackie, ça s'appelle. Les 2 premiers épisodes, c'est donc ce dimanche, parce que ça fera 30 ans jour pour jour que Jackie Kennedy, cette légende, il y a un très bon livre en ce moment aussi, là, ça s'appelle la malédiction des Kennedy, que vous pouvez lire. Et on pourra retrouver également tous ces 4 épisodes sur la plateforme de France Télévisions. Évidemment, tout se retrouve sur les plateformes des chaînes de télé aujourd'hui.